Chaque année, les membres de Solidarir s'engagent dans des projets solidaires en France et à l'étranger. On leur demande de se questionner sur leur impact pendant leur action, mais aussi une fois celle-ci terminée. Il est difficile de se projeter et de savoir quelles seront les conséquences réelles de son projet. C'est avec la volonté d'accompagner les membres de l'association à anticiper cela que nous avons réalisé des évaluations d'impact d'anciens projets. Évaluation d'impact, c'est un terme qui questionne et qui peut paraître flou. Ce sujet n'est pas nouveau, il interroge l'association depuis plusieurs années. La réflexion autour de ce thème a débuté avec le projet Sherpa en 2014. Sherpa signifie suivi humanitaire et retour de projets antérieurs. Le but de cette mission est de se questionner sur les pratiques de l'association en se rendant sur d'anciens projets réalisés par Solidarir. C'est en s'appuyant sur leur travail, dans la continuité de leur démarche et avec la volonté d'aller plus loin que nous sommes partis en tant que Sherpa 2. Nous avons donc essayé de nous approprier cette notion d'évaluation d'impact d'un projet étudiant de solidarité. Pour nous, cela consiste à répondre aux questions suivantes. Qu'est-il advenu du projet ? Y a-t-il une différence entre les objectifs initiaux et la situation actuelle ? Comment la population a-t-elle été impactée d'un point de vue social, économique et culturel ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus sur les projets de l'association au Pérou et avons complété notre analyse avec l'étude de projets au Pérou, en Inde et au Cambodge. Au-delà de l'évaluation d'impact, notre objectif a été de diagnostiquer les facteurs de réussite ou d'échec des projets de l'association et de créer un outil d'accompagnement des projets, l'outil COMPA, pour conduite méthodique de projet et accompagnement à la solidarité. Ce film a donc pour but d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Quels sont les points clés pouvant intervenir dans la réussite ou l'échec d'un projet étudiant de solidarité ? Parmi ces facteurs, le premier et certainement le plus important est la connaissance du projet. Il est essentiel de s'approprier les informations données à l'origine de la mission, mais aussi d'explorer les nombreuses zones d'ombre autour. Une fois les incertitudes levées, le projet pourra se développer en évitant des erreurs dans sa construction et sa réalisation. Pour avoir une bonne connaissance de son projet, il faut tout d'abord le questionner. Il est extrêmement important de s'interroger sur les raisons motivant le projet, son origine, ainsi que les raisons motivant ses acteurs. Questionner le projet permet aux bénévoles de s'approprier le sujet, les enjeux et les problématiques, afin de pouvoir déceler de potentielles failles. S'interroger permet aussi de remettre en question différents aspects et de collaborer avec tous les acteurs dès le début du projet, pour que les résultats escomptés puissent être atteints. Parmi les questions à se poser, les principales à nos yeux pourraient être les suivantes. La population ciblée par le projet est-elle bien définie ? Cette population est-elle à l'origine du projet ? Pourra-t-elle pleinement en profiter, et ce, sans discrimination ? Et enfin, les volontaires ont-ils les compétences nécessaires pour ce type de projet ? Ces quelques questions, qui peuvent dans certains cas paraître triviales ou sans intérêt, fournissent en réalité un ensemble d'informations qui permettent de consolider les fondations du projet. Elles assurent une bonne compréhension du besoin. Ces données aident aussi à la définition de la cible du projet, à la connaissance du rôle du partenaire local ou encore à la compréhension du contexte dans lequel le projet s'inscrit. Ces questions doivent se poser en interne pour l'élaboration du projet, mais aussi être posées aux différents acteurs afin d'être au plus proche de la réalité. Elles placent les acteurs du projet autour de connaissances partagées et elles peuvent servir de matériau au débat ou à l'évolution de la mission. Afin d'illustrer cette notion, nous avons récolté quelques exemples de situations qui ont conduit à des difficultés pour les bénévoles sur le terrain. Difficultés qui ont parfois été facteurs de l'échec d'un projet.
Le projet Caral, réalisé en 2012 au Pérou, avait pour objectif de construire un centre culturel sur le terrain d'un éco-camping. Ce dernier devait permettre aux habitants du village de Caral, et notamment aux enfants, de pouvoir accéder aux livres. Ainsi, la population ciblée était correctement définie. Seulement, cette dernière n'était pas à l'initiative du projet et n'a donc jamais été consultée. L'éco-camping se trouve à près de 4 km du village de Caral. Sa localisation ne paraît pas très pertinente au vu de la distance avec le centre du village. Il est aussi intéressant de noter que le terrain de l'éco-camping n'est pas municipal, il est privé, ce qui peut engendrer des questionnements quant à l'utilisation du bâtiment et sa gestion par le propriétaire du terrain. Ces points sont donc en partie responsables du fait que la bibliothèque n'a jamais fonctionné. Sur le projet d'électrification de Sumdo, en Inde en 2019, Solidarir et l'association locale ont créé un partenariat avec la Fondation Électricité de France. Cette dernière, en plus d'apporter des fonds au projet, a partagé ses compétences en la matière, joignant au projet 2 techniciens qualifiés et formant les bénévoles avant leur départ sur le terrain. Cet apport de connaissances a permis de développer un projet mieux adapté, grâce aux compétences des techniciens, à la très large expérience de la Fondation EDF et à l'apprentissage des bénévoles, correctement préparés à leur action sur le terrain. Une fois le sujet maîtrisé, il est temps de s'intéresser aux moyens mis en place pour réaliser le projet. Les bénévoles doivent questionner ceux demandés, qu'ils soient financiers, matériels ou encore en main-d'œuvre. Des exemples typiques permettant d'illustrer cela sont les projets Solidaku et le projet d'école à Pourouse. Le projet de prototypage low-tech Solidaku a été réalisé à Puerto Miguel, au Pérou, en 2019. Une fois sur le terrain, le sureffectif des bénévoles a entravé leur bonne intégration et les a empêchés d'avoir suffisamment de travail pour tout le monde. Ceci est dû à une remise en cause des moyens du projet trop superficielle. Le projet de construction d'école à Pourouse, réalisé en 2016 au Pérou, a vu quant à lui une équipe partir sur le terrain pour construire une école qui avait été surdimensionnée. En effet, les dimensions et le budget pour l'école avaient été très largement surestimés. Les bénévoles, une fois sur place, et après avoir exercé leur avis critique, ont su réagir et construire une école bien plus adaptée en divisant les dimensions par 2. Ce raisonnement est à saluer, car même une fois sur les lieux du projet, il est encore temps de remettre en question les informations possédées et de s'adapter afin de réaliser le projet le plus adéquat possible. Ainsi, dans cette première partie, nous avons compris qu'il faut se poser beaucoup de questions pour mieux comprendre son projet et ses enjeux. Il faut aussi poser des questions aux différents acteurs afin d'approfondir la connaissance du contexte, du rôle des acteurs impliqués et du travail à réaliser. Mais il faut savoir garder un esprit critique et remettre en question les informations que l'on possède sur le projet, et cela tout au long du projet. Il ne faudra pas par la suite avoir peur de modifier ses caractéristiques durant sa préparation et même, si nécessaire, sur le terrain afin que le projet puisse servir au mieux son objectif. Nous l'avons compris, un projet se doit d'être pris en main par ses bénévoles. Ceci grâce à leur investissement, leur travail d'appropriation et leur remise en question constante des informations. Cependant, un projet de solidarité regroupe toujours plusieurs acteurs typiques autres que les bénévoles de l'association étudiante française. On peut les réunir en 3 groupes d'acteurs types. Les bénévoles, souvent intégrés au partenaire associatif local, les salariés du projet comprenant par exemple le maître d'œuvre et les ouvriers rémunérés dans le cas d'un projet de construction ou les professeurs dans le cas d'une école ou d'un centre éducatif, et les bénéficiaires de l'action. Ces 3 groupes d'acteurs doivent être impliqués tout au long du projet afin qu'ils puissent se développer correctement et qu'il atteigne ses objectifs. La phase de préparation d'un projet est essentielle. Elle permet aux bénévoles de se questionner sur le projet et de le faire évoluer en soulevant les zones d'ombre notamment.
Il est intéressant pour cette phase d'interagir avec plusieurs acteurs disponibles et de confiance. Malheureusement, en réalité, il est assez rare et difficile d'obtenir tout cela réuni. Il reste donc important d'essayer de diversifier ces contacts et, lorsque leur nombre est réduit, de rester prudent sur les informations obtenues. Avoir plusieurs contacts issus des différents groupes d'acteurs permet de croiser les informations et s'assurer que le projet sert correctement les besoins émis. Des contacts parmi les bénéficiaires permettent notamment de bien visualiser le besoin et de s'assurer que le projet est une volonté de la population locale. Être en contact avec les salariés du projet permet d'anticiper le travail à réaliser, le matériel nécessaire et le budget adéquat. Bien souvent, le nombre de contacts est réduit à cause du manque d'accès à la communication. C'est alors au groupe de bénévoles de redoubler de vigilance et d'approfondir le questionnement du projet afin de s'assurer qu'il est construit sur une base stable. Il se peut, à l'inverse, que le projet regroupe un grand nombre d'acteurs associatifs, par exemple. C'est alors là aussi la responsabilité des bénévoles de rechercher les informations parmi ces acteurs, mais aussi de coordonner l'action avec eux dès la phase de préparation, afin de ne pas rencontrer de conflits une fois sur le terrain. Prenons l'exemple du projet de construction d'une crèche pour les enfants des bidonvilles de Tarapoto, réalisé au Pérou de 2015 à 2019. Ce projet possédait un acteur associatif fort sur place, l'association Rayo des Sols Tarapoto. Cette association était dirigée par Marie-France, une bénévole française ayant émigré au Pérou. Marie-France était le contact principal des bénévoles et était très réactive et disponible, un point fort pour le projet. Le projet a été réalisé par Solidarir, mais aussi d'autres associations étudiantes, parisiennes et strasbourgeoises. Cependant, il n'y a jamais eu de coordination entre ces différents acteurs, ce qui a parfois mené des groupes de bénévoles à venir sur le terrain avec le même objectif de construction. Une fois sur place, les bénévoles ont donc totalement réadapté leur projet. Ainsi, pendant la phase de préparation du projet, les bénévoles auront souvent affaire à un unique contact. Celui-ci peut tout à fait être fiable et engagé. Il faut tout de même veiller à impliquer les autres acteurs, afin d'assurer l'équilibre et la pérennité du projet. Communiquer avec eux permet d'éclaircir les zones d'ombre du projet. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et croiser les sources pour avoir un avis le plus objectif sur la mission et la faire évoluer si nécessaire. Si cela ne peut pas être fait en amont, il faut alors être réactif et le faire une fois sur place. Une fois sur le terrain, les bénévoles font face à la réalité de la situation. Leur démarche en amont, les ayant préparés, ils doivent tout de même rencontrer certains acteurs, tels que des bénéficiaires qu'ils n'ont pas pu contacter plus tôt. Une fois l'ensemble des acteurs rencontrés, il faut réussir à les impliquer pour le déroulement du projet. Cela peut être réalisé via des réunions d'information qui ont fait leurs preuves sur le terrain. En effet, les réunions permettent de confronter les opinions, clarifier ce qui a été réalisé, ce qui va l'être, et d'adapter l'action lorsqu'il y a eu quiproquo. Ces réunions permettent aussi d'observer l'intérêt de la population locale et sa volonté dans la réalisation de la mission. Enfin, elles aident à préparer la suite du projet et le fonctionnement des infrastructures une fois les bénévoles partis. À cela s'ajoute évidemment la discussion simple et informelle. C'est en parlant avec les acteurs du projet, en s'intéressant à leurs habitudes et leur mode de vie, que les bénévoles vont beaucoup apprendre. C'est grâce à l'échange qu'une relation de confiance peut s'installer entre les bénévoles et les acteurs du projet, et que bien souvent, ces derniers expriment leur opinion sur la pertinence de l'action. Si nous reprenons l'exemple du projet de Tarapoto et de la crèche, le contact avec les locaux n'a pas été établi sur la durée du projet. Ce qui est à regretter, car l'année de son ouverture prévue, quelques semaines seulement avant la rentrée des classes, la responsable de la crèche nous avouait que les parents n'en avaient pas besoin. Ce point aurait pu être relevé plus tôt grâce à un échange entre les bénévoles et les locaux. Ils auraient ainsi pu modifier le projet, ou mieux impliquer et motiver les parents à y inscrire leurs enfants. De plus, à quelques semaines de l'ouverture de la crèche, aucun professeur n'avait été trouvé pour dispenser les cours aux enfants. Le groupe des salariés du projet joue un rôle majeur dans le fonctionnement du site. Il est souhaitable de s'assurer de la disponibilité de ce dernier pour l'ouverture. Ce sujet aurait dû être étudié avec le partenaire local durant les 4 ans de projet afin que cette étape soit réalisée à temps.
le projet Tarapoto a souffert de son manque d'implication d'acteurs, et suite au désengagement de la seule personne représentant le partenaire associatif du projet, ce dernier ne pouvait plus fonctionner et a été mis en péril. Nous comprenons mieux ici pourquoi posséder un acteur local seul et isolé est dangereux pour un projet. Ainsi, nous avons compris que lorsque la population n'est pas investie, il faut investiguer et essayer de comprendre pourquoi afin de mieux cerner les besoins de chacun, clarifier les informations et effectuer des rectifications sur le terrain. Ceci dans l'objectif de motiver les acteurs et les fédérer à l'action. La relation de confiance est alors motrice de la réussite de cette démarche, car un projet n'est pas simplement une mission. C'est un échange et un partage entre les bénévoles et les différents acteurs. Les acteurs d'un projet doivent être impliqués dans sa préparation comme dans son déroulement. C'est pour les bénéficiaires qu'un projet est créé. C'est à eux que revient la parole quant à la définition du besoin. Il est donc essentiel que cette population soit autant que possible impliquée et qu'elle s'approprie la mission. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à modifier le projet une fois sur le terrain afin de s'adapter au mieux aux besoins émis. Les partenaires associatifs et les salariés du projet sont aussi à inclure afin de coordonner l'action, de préparer la mission et d'assurer une suite pérenne au projet. Cette implication se base sur la relation d'échange entre les bénévoles et les acteurs. Cet échange s'étoffe avec l'installation d'une relation de confiance et de partage entre les acteurs, relation qui est motrice de la réussite d'un projet. Comme nous l'avons vu, la réussite d'un projet est assurée par le fait que la mission soit connue de ses bénévoles et acteurs. Un autre facteur de réussite est l'implication des acteurs et leur responsabilisation tout au long du projet. Ceci dans une optique des plus importantes, pérenniser le projet. Un projet comprend plusieurs phases majeures. Nous avons abordé la phase de préparation et la phase de réalisation dans les 2 premières parties de ce film. La 3e phase est l'après-projet, lorsque les bénévoles se retirent et que les acteurs gèrent les infrastructures ou activités mises en place. Un projet ne s'arrête pas à l'action de ces bénévoles. Il faut garder en tête la finalité de l'action. C'est l'après-projet qui sera représentatif de la réussite ou de l'échec du projet. Et c'est pour cela qu'il faut y penser dès la phase de préparation. Une fois la mission terminée, il faut que la population en charge des infrastructures puisse en être pleinement maîtresse. Pour cela, il faut qu'elle ait les connaissances et les compétences associées et qu'elle attribue les responsabilités à des individus ou groupes d'individus. Ainsi, les 3 groupes d'acteurs types du projet doivent pouvoir prendre en main ses fruits et avoir l'autonomie qui avait été planifiée dès le début du projet. Par exemple, le projet Primavera, réalisé en 2015 au Pérou, avait pour but de construire un séchoir à cacao. Ce dernier a été construit avec un matériau de mauvaise qualité et s'est très vite désagrégé après la fin de la construction. La population sur place, constatant la mauvaise qualité du matériau, n'a pas pu porter réclamation auprès du vendeur, car les bénévoles n'avaient pas laissé sur place le ticket prouvant l'achat. Les bénéficiaires n'ayant pas la preuve d'achat, ni les moyens de racheter du matériau neuf pour les réparations, ont dû abandonner les installations, ce qui a contribué à l'échec du projet. Un exemple de transmission des informations et des connaissances est celui des projets en Inde, et notamment au village de Sumdo. En 2019, des étudiants ont installé dans le village une centrale électrique solaire. Ces derniers, durant leur mission, ont réalisé un travail de prévention quant au risque de l'électricité, mais aussi un travail préparatoire pour la maintenance avec des formations et des schémas laissés sur place. Ce type de formation, aussi réalisé sur un autre projet d'électrification dans le même village en 2017, a fait ses preuves et les villageois savent notamment détecter une panne de batterie et le signaler au partenaire associatif local afin de faire changer le composant défectueux. Comme nous l'avons vu précédemment, les bénéficiaires du projet doivent être impliqués autant que possible dans sa préparation et sa réalisation. Seulement, il arrive parfois que la population ciblée par le projet soit vaste. Ainsi, il se peut que seulement quelques personnes aient pu être informées ou aient pu participer au projet. Les bénévoles doivent donc, dans ce cas, effectuer une action de sensibilisation et de promotion du projet.
Par exemple, et comme nous l'avons vu précédemment, les bénévoles au village de Sumdo, en Inde, ont sensibilisé les habitants au danger de l'électricité domestique. Pour ce qui est de la promotion, il s'agit de faire connaître le projet à la population visée en lui expliquant ce qui a été réalisé et ce que cela peut lui apporter. Ce point, qui pourrait sembler anodin, peut être facteur de difficulté, voire de l'échec d'un projet de solidarité. En effet, une population qui ne connaît pas ou peu l'existence du projet peut le mettre en péril, car c'est sa fréquentation qui lui est vitale. Si nous reprenons la construction de la bibliothèque à Caral au Pérou en 2012, en plus des points cités précédemment, aucun travail de promotion auprès des villageois n'a été fait pour leur faire comprendre qu'ils pouvaient avoir accès à cette dernière. Pour certains projets, il est intéressant de se poser la question de la gestion financière autonome après le départ des bénévoles. Nous avons vu qu'il est important de transmettre les informations concernant la maintenance des infrastructures, d'organiser les acteurs pour assurer un bon fonctionnement et faire connaître le projet à sa cible. Il peut aussi être imaginé des modèles de financement autonome pour le fonctionnement ou la maintenance. Dans ce cas, le fruit du projet peut alors fonctionner sans aucun soutien financier de la part d'associations. Il est donc intéressant, dès la phase préparatoire du projet, de penser à cela. Un système comme cela a été pensé sur le projet de Tarapoto de construction d'une crèche au Pérou. Une boulangerie en ville devait, grâce à ses bénéfices, apporter un financement couvrant les frais générés par l'emploi d'un instituteur pour la crèche. Ce système était inspiré d'un autre projet du partenaire associatif local Arequipa au Pérou, qui avait correctement fonctionné. Seulement, à Tarapoto, ce système n'a jamais pu générer suffisamment de bénéfices pour être autonome. De plus, ce principe a totalement occulté les autres aspects du projet, à savoir la promotion de la crèche à la population ciblée et son implication. A l'inverse, un exemple encourageant de ce mode de fonctionnement est le projet d'école à Huancavelica réalisé en 2011 au Pérou. Aujourd'hui, l'école peut acheter son matériel et assurer quelques collations aux enfants les plus défavorisés grâce à une agence de tourisme liée à l'association s'occupant de dispenser les cours. Cette agence de tourisme reverse une partie de ses gains à l'école, permettant à cette dernière de fonctionner et d'offrir des conditions d'apprentissage convenables aux enfants. Ce mode de fonctionnement encourageant reste à prendre avec des précautions. En effet, les sommes représentées par des systèmes d'autofinancement sont souvent insuffisantes, les premières années, le temps du lancement, pour entretenir des infrastructures. Cependant, même si un projet ne devient pas autonome financièrement à terme, il faut prendre ce mode d'autofinancement comme un moyen de responsabiliser les acteurs et d'apporter une participation au fonctionnement ou à la maintenance, plutôt qu'un moyen de rendre le projet indépendant de toute aide. De plus, selon la région du monde dans laquelle ce système est mis en place, il faut prendre en compte l'aspect culturel et les grandes différences que cela peut apporter dans la gestion d'un business en opposition à un point de vue occidentalisé. Ainsi, la pérennisation est une tâche qui réclame beaucoup de communication, mais aussi d'anticipation de la part des bénévoles durant la préparation en amont. Pour cela, il faut construire une relation de confiance avec les acteurs du projet pour répartir les responsabilités et les informations avant le départ des bénévoles. Ces derniers ne doivent pas oublier l'importance de leur action et ce qu'ils vont laisser derrière eux une fois la mission terminée. Construire un projet autonome est un idéal ne possédant pas de format universel. Il faut s'adapter à la situation et prendre en compte les facteurs culturels notamment. Ce modèle est encourageant et apporte beaucoup aux bénévoles comme aux bénéficiaires. Dans tous les cas, il permet aux acteurs du projet de le prendre en main et de s'y investir pleinement. Pour répondre à la problématique, nous pouvons affirmer qu'il existe de nombreux facteurs de réussite et d'échec d'un projet de solidarité internationale. C'est l'accumulation de ces facteurs qui conduit le projet à sa réussite ou son échec. Nous avons appris au cours de ce film qu'un projet construit les bases de sa réussite sur une bonne connaissance et remise en question des informations du projet pour une bonne prise en main du sujet, une implication de tous les acteurs autant durant la phase de préparation qu'une fois sur le terrain, une implication qui passe par une importante communication et un échange humain,
Enfin, une anticipation de l'après-projet et de ce que les bénévoles laissent derrière eux pour les bénéficiaires, impliquant une réflexion sur l'impact de leur mission. Il est essentiel de garder en tête qu'un projet est défini par ses acteurs qui façonnent la mission. Un projet poursuit donc souvent un objectif au-delà de l'action des bénévoles sur le terrain. Il se doit d'être réalisé pour les bénéficiaires et donc avec les bénéficiaires pour atteindre au mieux ses objectifs. C'est pour cela qu'un projet n'est jamais réellement fixé. Il doit évoluer tout au long de la mission, car ce ne sont souvent que des pistes de développement qui sont données aux bénévoles. Au-delà de ces notions de facteurs de réussite et d'échec, il faut avant tout se rappeler que la solidarité internationale est une incroyable aventure humaine qui se vit sur le terrain avec les acteurs du projet. C'est une occasion inouïe de partager, d'échanger et de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. C'est ensemble que les bénévoles et les autres acteurs vont construire un projet stable et durable. Sur le nombre de projets que nous avons étudiés, ce sont les rencontres qui nous ont le plus touchés. Les bénévoles de Solidarir n'ont pas seulement laissé derrière eux des écoles ou des bibliothèques, ils ont marqué des vies et ont créé des souvenirs inoubliables pour eux-mêmes, comme pour les gens avec qui et pour qui ils ont œuvré. C'est pour cela qu'une aventure pareille se doit d'être bien préparée, afin de laisser plus de place pour échanger et partager. C'est ainsi que les bénévoles pourront par la suite rentrer avec la sensation d'un travail correctement accompli et convaincus que la solidarité commence par un sourire. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute.